Et donc je vais vous présenter un peu le contexte qui a permis justement de mener cette étude et les actions de l'œil sur la thématique incendie. Donc pour rappel, et Fabien vous l'a présenté déjà, on a un patrimoine naturel qui est assez riche en Nouvelle-Calédonie, avec plus de 75% d'endémicité sur la biodiversité. Donc du coup, on a des écosystèmes qui en dépendent, la forêt dense humide, qui occupe 35% du territoire, et la forêt sèche aussi 0,3% seulement. Donc face à ça, on a vraiment une responsabilité de préservation et de gestion de ces milieux. Et donc on constate également des dégradations justement de ces milieux. D'ailleurs, sur les chiffres, donc ce sont des chiffres théoriques, mais il y a une étude du projet ANR Inc. Qui a montré que normalement, sans la présence de l'homme, on aurait 79% de forêts denses humides ou encore 9% de forêts sèches contre 0,3% actuellement. Donc l'une des pressions majeures, c'est l'objet de ce forum, du coup la pression incendie, qui va justement favoriser la fragmentation et la dégradation de ces milieux forestiers, avec tout un tas de conséquences indirectes ou directes, telles que l'érosion, la propagation d'espèces envahissantes, les gaz à effet de serre, destruction d'habitats aussi d'espèces endémiques, et une dégradation aussi de la qualité de l'eau. Donc on aura un effet de chaîne du fait justement de cette action répétée et la fréquence en fait de ces incendies. Et donc on a justement, d'où l'objet de cette étude, de pouvoir caractériser le phénomène et pouvoir analyser l'impact qui existe sur ces milieux, quoi. Donc en gros, il faut déjà que ça marche. Il marche pas. Et donc du coup, l'œil, en travaillant sur cette pression incendie, va répondre à 3 missions majeures, donc qui est la surveillance de l'état de l'environnement, optimiser justement cette surveillance en développant justement des méthodes de surveillance, pouvoir informer sur ces résultats. Et donc face à ça, pour répondre à ça, on va justement sur la thématique incendie fournir des données de référence en se basant sur des données d'anomalies thermiques qui sont fournies par les agences spatiales, mais aussi on a mis en place une méthode de quantification précise pour les surfaces brûlées. Et grâce à ces données, on va pouvoir mener tout un tas d'actions, de projets au sein de l'œil, notamment le système d'alerte incendie qui a été mis en place depuis fin 2017. On a également justement l'objet de cette étude, le bilan de l'impact environnemental des incendies, et pouvoir mettre à disposition de tous les utilisateurs ce type de données à travers des applications web carto qui vont permettre de visualiser dynamiquement ces données et pouvoir accéder aux chiffres. Donc déjà, alors là, je vais vous présenter justement les données de référence. Donc la première étude qui a été faite par l'œil, c'est justement de pouvoir caractériser précisément ces surfaces brûlées en se basant sur un satellite qui est Sentinel, donc géré par l'Agence spatiale européenne. Donc les caractéristiques de ce satellite, c'est justement un début de chronique qui a démarré en 2015 avec un deuxième satellite qui a complété cette chronique de données en 2017. Une résolution spatiale qui est de l'ordre de la dizaine de mètres, et enfin un temps de revisite sur la Nouvelle-Calédonie tous les 5 jours. Donc les avantages, c'est justement qu'on va pouvoir caractériser et pouvoir mesurer précisément les impacts environnementaux grâce à la résolution spatiale qui est assez fine. Pour ce type d'études, ça a été la source la plus complète grâce à ce temps de revisite, mais aussi que c'est une source de données qui est gratuite pour nous. Et on va calculer également le temps de persistance, c'est-à-dire le temps que le satellite va percevoir ce feu avant la reprise de la végétation. Donc les inconvénients, c'est qu'on parle ici vraiment d'un objet surface brûlée, c'est-à-dire que quand un satellite va passer au-dessus de la Nouvelle-Calédonie, on va avoir une première vue sur cet incendie, il va repasser une deuxième fois, il va revoir ce même incendie, mais ces différentes surfaces brûlées, ces traces d'incendie peuvent correspondre au même événement.
On a également des problématiques comme il s'agit d'images optiques, donc tout ce qui est couverture nuageuse est un gros inconvénient. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des détections partielles ou même aucune détection en fonction de si la reprise par exemple de la végétation a été assez rapide. Et on a détection de faux positifs, par exemple l'objet cuirasse. Sur l'image, on aura une réponse plus ou moins similaire entre une cuirasse et ce qu'on définit comme surface brûlée. Donc voilà, on a également des données d'anomalies thermiques. Donc là, c'est un processus un peu différent. Donc c'est fourni par les agences spatiales américaines, donc la NASA et là dernièrement JAXA, donc l'agence spatiale japonaise. Donc l'objet ici, c'est que les satellites passent. Ce sont vraiment les incendies en cours, les incendies actifs, car c'est la chaleur qui émane de ces événements qui vont permettre d'être détectés par ces satellites. Donc ils sont au nombre de 3, donc rapidement Himawari, donc le satellite japonais, qui lui a un début de chronique depuis juillet 2015. Donc une résolution spatiale qui est peu fine, donc 2 km de côté de chaque pixel, et un temps d'acquisition toutes les 10 minutes. Donc son avantage, lui, c'est la détection précoce, mais comme on a une résolution spatiale qui est assez grossière, donc ça sera vraiment les événements les plus importants qui vont être détectés. Mais on aura une acquisition toutes les 10 minutes. Donc l'avantage d'Himawari, c'est que c'est un satellite géostationnaire, donc il y a une position au-dessus de la planète au même endroit qu'en gros. Et là, il est centré sur le Pacifique Ouest, donc dont la Nouvelle-Calédonie en fait partie, et va permettre justement d'alimenter notre système d'alerte incendie. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas utilisable pour justement caractériser, mesurer précisément les impacts environnementaux, puisqu'on a une résolution grossière, quoi. MODIS, qui est un autre satellite dont les données sont fournies par la NASA, donc l'agence spatiale américaine. Donc lui, il a un début de chronique qui est assez intéressant, qui débute depuis novembre 2000. Donc résolution spatiale aussi pas assez fine, donc 1 km, et une acquisition toutes les 24 heures. Donc elle a à peu près. Donc là, l'avantage principal, ça sera l'étendue de la chronique. Justement, on a un historique assez important pour pouvoir faire une analyse temporelle, et elle a été utilisée justement dans le bilan de l'impact environnemental. La chronique de données qu'avait présentée tout à l'heure Fabien sur les années les plus importantes, 2002, 2004 et notamment 2017, se sont basées sur ce satellite. Et puis l'inconvénient, c'est à peu près les mêmes qu'Himawari que j'ai présenté avant, feux les plus intenses. On peut l'utiliser aussi en système d'alerte, mais ça sera vraiment les événements les plus importants. Il y a une résolution spatiale qui est peu fine, donc du coup on ne peut pas caractériser précisément l'impact environnemental. Et pour le dernier, donc le satellite Suomi NPP avec son capteur VIRS, qui va permettre justement d'avoir une résolution assez fine, donc de 375 mètres, un début de chronique qui commence à être assez important, donc depuis janvier 2012, et une acquisition toutes les 12 heures. Donc on peut avoir, donc là l'avantage de ce satellite, c'est que justement il détecte beaucoup plus que MODIS, donc 5 fois plus. On peut se permettre d'avoir une première, de fournir une première caractérisation du phénomène. Donc il participe grandement au système d'alerte incendie, et on peut avoir une première approche aussi sur l'impact environnemental, même si c'est pas aussi précis que le processus basé sur Sentinel qui a une résolution spatiale un peu plus fine à la dizaine de mètres. Donc là, c'est une autre action, mais c'est pas l'objet de justement ce que je parle depuis tout à l'heure, le système d'alerte incendie. Donc il se base plutôt sur les points d'anomalie thermique. Quand on récupère en base de données, un traitement automatique est fait et envoyé vers les abonnés par email, avec des hyperliens qui peuvent nous permettre de visualiser sur notre application web Carto Vulcain pour pouvoir visualiser dynamiquement, quoi. Donc la méthode, donc je l'ai expliqué, on se base du coup sur le satellite Sentinel. On va donc avec la méthode développée, on a un algorithme qui va pouvoir traiter ces images et pouvoir nous sortir des surfaces détectées. Donc au nombre de 27 000 au départ. Il a fallu quand même vérifier ces données en sortie de cette chaîne. Donc vérification, contrôle, donc qui sont basés sur des données exogènes telles que l'occupation du sol, qui vont permettre de justement savoir si on a des aberrations sur ces données.
Si on détecte par exemple une surface sur une étendue d'eau ou sur du sol nu, on sait que forcément c'est une aberration. On a pu vérifier aussi, grâce aux données de la DSCGR, mais aussi aux données, ce que j'ai parlé tout à l'heure du satellite Xiaomi NPP, qui nous ont permis un peu de vérifier certaines surfaces brûlées. Puis il y a eu derrière, ça a été l'issue d'un stage l'année dernière, une phase de photo-interprétation. Et donc, toutes ces étapes nous ont permis de tomber à 24 358 surfaces validées. Avec ça, on a une étape de fusion. On essaye plus ou moins de savoir si toutes ces surfaces brûlées correspondent au même événement. Et donc, on tombe à peu près, on estime, à 24 145 hectares de feu. Avec ces résultats, on va pouvoir justement faire une analyse environnementale sur plusieurs données, donc données de partenaires que Endemia ou autres ont fournies sur les espèces menacées, la végétation, les zones à enjeu, aires protégées, périmètres de protection des eaux. On a nos résultats et on va pouvoir faire une interprétation derrière qui est l'objet justement du bilan de l'impact environnemental des incendies et pouvoir mettre à disposition toujours par rapport sur nos outils. Donc là, je vais passer à la partie résultats. Bon, rapidement, Fabien a déjà présenté une partie des résultats de ce bilan de l'impact. Juste pour vous informer que je ne vais pas présenter dans le détail, mais on a fait à l'échelle plus ou moins fine, en tout cas par découpage administratif, tous les types de résultats, le croisement avec les données environnementales, par province, commune, par aire coutumière également, et sur les carroyages DFCI. Donc un premier résultat, c'est justement la densité des incendies en termes de nombre. Donc on voit qu'on a une répartition bien sûr hétérogène sur le territoire, une répartition plus importante sur la province nord avec plus de 78%, contre 21% en province sud et moins de 1% en province des îles. On constate alors, on a des zones plus touchées. Là ici cette année ça a été quand même plus la côte est. On a Wegwa qui a été la commune la plus touchée avec 4 395 hectares, ce qui représente 7% de sa superficie communale. Et on a aussi des zones, bon, on peut voir rapidement là, plus bas, Fabien l'a déjà souligné, il y a tout ce qui est Canala, Thio, et d'autres points majeurs qu'on voit où il y a un nombre d'incendies important. A contrario, on voit bien l'espace en jaune plus bas sur toute la côte oubliée où il y a eu peu d'incendies. Donc là, Fabien vous l'a déjà présenté, mais c'est juste pour vous montrer un peu la différence entre cette carte et la suivante. On voit aussi les points rouges qui correspondent vraiment aux feux majeurs qui ont été très importants. Et donc voilà, bon, ma collègue me fait signe qu'il faut que je fasse vite. Les impacts sur la strate de la végétation, en gros, on sait de toute façon que les feux vont justement favoriser les formations secondaires telles que les maquis et les savanes. On voit par exemple toujours sur le projet ANR Inc. Que les maquis et les savanes seraient beaucoup moins importants, des écosystèmes qui seraient beaucoup moins importants. Et donc là, on voit vraiment que ces incendies participent à justement fragmenter ces milieux forestiers. On a seulement 4%, donc 876 hectares, mais ce qui reste tout de même important, sachant que la forêt sèche, forêt humide, notamment la forêt humide qui a plus de 2000 espèces, et avec une endémicité à 75%. Du coup, concernant les espèces endémiques et sensibles, on a eu 3 types de données. Les périmètres d'alerte sur les espèces menacées qui nous ont été délivrés par Endemia, où on constate qu'on a 62 espèces en danger critique et en danger, et qui ont concerné plus de feux en province nord. Et les communes les plus touchées sont Poya, Belep et Wailou. Ensuite, on a les espèces sensibles basées sur la base de données espèces sensibles de la province sud, qui montre que Wegwa et Poindimi ont été les plus touchés, mais que Païta est concerné par des espèces d'enjeux de niveau 4. Donc en gros, cette donnée-là, on a des enjeux de niveau 1 à 4, avec l'enjeu le plus fort de niveau 4. Et donc là, on peut faire correspondre avec le gros incendie qu'il y a eu en octobre 2017 sur le feu de Bangou en face de l'aéroport de la Tantouta. Et on a également les données de zone de fort micro-endémisme végétal qui est l'issue de la thèse d'Adrien Wulf
fait à l'université, qui montre que 15% ont été touchés, notamment répartis sur la commune de Bourail et Païta. Voilà, donc on a également la pression incendie sur les forêts sèches. Donc, on a considéré sur ces données une zone de vigilance autour des périmètres de forêts sèches de 50 mètres. Et donc, sachant que cet écosystème a 400 espèces, dont 60% endémiques, donc qui a un enjeu majeur par rapport aux incendies. Donc, plus de 73 hectares répartis, donc un peu plus en province nord, mais également en province sud, avec les communes d'Imbéa et Poya qui ont été les plus touchées. Pareil sur les zones des aires protégées, on a les périmètres de l'UNESCO, donc plus de 9000 hectares, donc qui correspondent à 4% de leur superficie. 9000 hectares, c'est quand même plus de... ça correspond à plus de 40% des incendies en 2017, ou de ce qu'on a estimé, quoi. Je rappelle le chiffre, c'est 24 145 hectares, donc ce qui est pas mal. On a des aires protégées qui sont peut-être moins touchées, mais sont tout de même touchées. 3 en province nord et 1 en province sud. Et tout ce qui est ressources en eau, notamment périmètre de protection des eaux, où 14% ont été touchés cette année, enfin l'année 2017, pardon, et qui concerne 2/3 des incendies en province nord. Et les communes les plus touchées, donc, ce sont Vaud, Poya et Thio. Donc voilà, bon, rapidement, donc on a permis déjà avec cette première étude, même si rien n'est parfait, de caractériser au moins cet impact des incendies avec des images, des données assez fines. Donc une première quantification des incendies issus d'images haute résolution par rapport à Sentinelle. Et l'objectif pour l'œil, c'est de reconduire ça chaque année en essayant d'améliorer justement ce processus de sortie de surface brûlée, mais aussi en essayant d'acquérir des données environnementales plus précises. Et essayer de fournir justement ce type de service pour essayer de mieux caractériser ce phénomène et qu'il y a vraiment un intérêt derrière puisqu'on a plein de problématiques environnementales mais aussi de gestion comme vous le savez tous et en essayant de compléter d'autres dispositifs qui sont déjà mis en place par des SCGR ou les communes. Donc l'objectif aussi c'est d'essayer d'améliorer ces techniques de détection d'incendie avec d'autres méthodes, le deep learning. On est actuellement en train d'améliorer aussi cette détection avec la société Insight cette année. Des données de croisement plus récentes, notamment avec le mode d'occupation du sol de la province nord pour 2014, et puis croisé avec d'autres analyses qu'on n'a pas pu faire sur le bilan de l'impact environnemental 2017, notamment la quantification des gaz à effet de serre, pardon. Et voilà. Donc, voilà. Donc les limites, je l'ai déjà évoqué par rapport aux satellites, c'est la taille, les sous-détections, les faux positifs. Liés au contrôle de données, essayer de se rapprocher de l'événement incendie, les critères d'agrégation justement, et liés à la caractérisation des impacts environnementaux, donc croisement avec les données extérieures. On a aussi un manque de données par rapport à certaines thématiques, et donc voilà. Donc voilà pour cette étude, et on remercie tous les partenaires qui ont contribué justement à ce bilan d'impact, donc collectivités, provinces, gouvernements, les acteurs, associations environnementales, donc qui nous ont fourni les données, Endemia, VVF ou encore le CEN et les instituts de recherche, IAC, Université IRD. Donc voilà, merci. Bonjour à tous. Du coup, nous, on est venu représenter l'association d'Ayubic et présenter notre travail concernant les feux de brousse. D'Ayubic, c'est une association qui a été créée en 2004. Donc, donc c'est l'association qui s'occupe de la réserve du Mont-Panier. L'association en est à son deuxième plan de gestion. La zone de travail de l'association d'Ayubic, c'est la réserve là qu'on voit là sur la carte. Donc le Mont-Panier, c'est le Taalouch, c'est le point culminant de Nouvelle-Calédonie à 1629 mètres, pardon, qui comprend ces 1400 hectares, qui est uniquement de la forêt.
Il n'y a pas de ça. Ouais. Dans ces 5400 hectares de forêt, on a aussi la forêt de Kaori sur la crête. Et donc voilà, je vais vous présenter l'objectif spécifique du plan de gestion 2015-2019 de l'association d'Ayoubé. Donc pour ce travail-là de suivi, pour le suivi à long terme des feux de brousse, il avait déjà commencé dans le premier plan de gestion et on le poursuit dans le second. Donc on a abordé plusieurs méthodologies. La première méthodologie, c'était de l'observation de terrain. Donc voilà, ça consistait à aller sur le terrain et puis observer les zones brûlées et puis après les remarquer sur cartographie. Après, donc c'était un travail qui prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, chronophage et énergivore, qui du coup a été un peu abandonné et a été réfléchi plus en remplacement par le drone, où on s'est aperçu que c'était aussi un travail coûteux, chronophage aussi, et plutôt moins précis que les observations de terrain. On a trouvé une autre méthodologie grâce à Martin Brinker de la DDE, où là, du coup, c'était uniquement de l'observation sur images satellites, de Landsat et Sentinel, principalement. Donc là, bah voilà, on repérait sur les images satellites les traces de feu qu'on peut observer à peu près pendant 2 mois. Et donc par rapport à la couverture nuageuse, on se débrouillait pour identifier sur SIG les zones brûlées. Ça, c'est les images qu'on pouvait obtenir avec drone, par exemple. Donc voilà les données qu'on a pu récolter depuis 2005. Donc ça fait quand même pas mal de feux, mais bon, vous le savez autant que moi que sur images satellites, même sur observation terrain, on n'est pas capable de recueillir, de repérer tous les feux. Donc certes, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas tous présents. Du coup, grâce à toutes ces surfaces qu'on a pu identifier, ce qu'on a réussi à en tirer, c'est essayer de faire l'occurrence de ces feux pour avoir un peu la concentration des feux qu'on pouvait retrouver sur les pourtours de la réserve. Donc on a juste extrait les centroïdes des surfaces pour pouvoir justement créer une carte de chaleur. Donc on observe que les feux n'atteignent pas forcément les lisières forestières. Elles contiennent seulement son avancée. Je vais laisser la parole à mon collègue concernant la sensibilisation et l'implication par rapport à la population locale. Bonjour à tous. Moi, c'est Jean-Jacques Paulet. Moi, je peux travailler depuis le début avec l'association d'Haïti. Depuis 2009, c'est moi qui ai fait les campagnes terrain pour relever le feu sur cartographie à main levée et avec l'aide de Martin. Après, sur ordinateur, remettre sur carte et pour pouvoir avoir des cartes comme on a pu voir ici. Ça nous aide, nous, dans notre travail de sensibilisation avec les tribus et surtout avec les enfants. Parce que c'est important, c'est l'avenir du pays. Et quand on parle de feu, il y a des endroits, c'est peut-être pas de tabou, mais quand on parle du feu, il y a des gens qui s'énervent. Parce que c'est des pratiques qui disent des pratiques qui datent, mais nous on sait tous que c'est des fausses excuses. Et le feu c'est vraiment un problème partout.
dans les tribus, ce qu'on rencontre aussi à Niengen, autour de Montpagny, c'est que ça brûle depuis longtemps. Comme on a pu voir la carte, on a des points qui est vraiment rouge, où ça, tous les ans, ça revient, ça brûle. Et nous, à travers ce travail-là, on essaie aussi de sensibiliser les gens quand on fait des restitutions de travaux de Dayobik en tribu. On leur en parle. On essaie de les sensibiliser à l'impact du feu sur l'environnement, mais aussi l'impact du feu directement sur notre culture, sur la culture kanak. Ce qui est nous, à l'association Dayobik, qui est vraiment important. On met en avant cet aspect de la culture pour que nous, on puisse préserver notre culture. Préserver l'environnement, c'est aussi préserver notre culture. Parce que tout ce qui est dans notre culture, c'est on va puiser cette énergie dans l'environnement. S'il n'y a plus l'environnement, ben l'énergie, la puissance de notre culture, en même temps, elle disparaît. Et c'est un message que nous, on essaie à chaque fois de renouveler. À chaque rencontre avec les tribus, avec les enfants, surtout avec les enfants, chaque année, on essaie de toujours faire des sensibilisations avec les enfants, des animations avec eux, expliquer la forêt, expliquer l'importance des notos, des roussettes par rapport à notre culture, toujours par rapport à notre culture, parce que c'est eux qui vont mener demain aussi la culture, c'est eux qui vont porter tout ça. Et notre travail, c'est ça. Il y a aussi les chasses bénévoles. On mène aussi des campagnes de régulation avec des jeunes de la tribu. Quand on fait des restitutions de travaux dans les tribus, on explique aussi le travail qui est important de réguler les cerfs et les cochons en forêt, parce que eux, ils sont aussi, c'est des espèces envahissantes qui ont un impact sur la forêt. Et à travers ça, parce qu'on dit que c'est toujours les chasseurs qui foutent le feu. Et quelque part, c'est vrai, parce que c'est des endroits où c'est assez éloigné et c'est des gens qui partent à la chasse et au retour, ben, voilà, ils ont un briquet dans la poche, ils foutent le feu. On essaie de leur expliquer l'impact de ce geste-là. Et si on arrive à bien expliquer, à trouver les bons mots pour bien expliquer à ces jeunes-là, ben là on a plus d'une vingtaine de chasseurs bénévoles, ils sont bénévoles. Bon, il y a une petite rémunération, c'est juste pour les encourager, mais c'est des jeunes bénévoles et c'est des anciens, enfin, c'est des chasseurs. On récupère des chasseurs des tribus et ils sont avec nous. Et dans l'année, on a une douzaine de chasses battues qui durent une semaine. Ils sont tous ensemble. Il y a 3 filles dans la bande des chasseurs et ils sont tous ensemble toute la semaine et ils chassent. Et en même temps, à chaque fois qu'ils ont fini la chasse, tous les ans, on fait un suivi de l'impact de la régulation. Ce suivi d'impact consiste à aller en forêt, de regarder des espèces indicateurs. On a choisi des espèces indicateurs en forêt et à chaque fois, ils suivent les mêmes individus. Et chaque année, ils reviennent pour voir. Et c'est ces mêmes chasseurs qui font le suivi pour voir l'impact, le résultat de leur travail. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'eux, ils voient. Parce qu'on dit que c'est les chasseurs qui foutent le feu. Mais si on arrive avec les bons mots à les motiver pour venir travailler avec nous, et en même temps d'y participer en faisant le suivi pour qu'eux, ils voient le résultat, et voilà, c'est automatiquement, ils arrêtent. Automatiquement, ils arrêtent. Il y en a qui continuent, mais chaque année, on récupère des chasseurs. Et ça, c'est un bon résultat. C'est un bon résultat pour nous par rapport à notre travail, mais c'est aussi un bon résultat aussi par rapport à la réserve et toute la ressource qu'abrite la réserve. Au niveau culturel, patrimoine, c'est vraiment important. Après, les événementiels, où c'est aussi important, où nous, on intervient, on montre. C'est surtout qu'on parle, quand on fait les animations, on ne parle pas du feu directement. On parle surtout de notre culture.
parle surtout de notre culture, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à nous, en tant que Kanak, parce que ça c'est important. Et on essaie de valoriser ça, de valoriser l'environnement à travers ces discours par rapport à la culture, pour que les gens ils puissent comprendre que c'est vraiment important. Et bon, voilà, c'est quelques exemples qui sont positifs. Et après, il y a au niveau du feu en elle-même dans les tribus, quelque part, c'est au niveau culturel aussi. Dans les tribus, il y a aussi un souci, je dirais, par rapport aux autorités coutumières des tribus. Quelque part, c'est à eux aussi. C'est à eux aussi de proposer des choses. Parce que, par exemple, il y a des tribus où les jeunes ne respectent plus les anciens. Ils n'écoutent plus. Et ça, c'est aussi un souci en tribu. Et voilà, c'est dans des espaces comme aujourd'hui où il faut qu'on intègre aussi des autorités coutumières pour qu'ils puissent aussi donner leur avis par rapport à tout ça. Parce que c'est sûr que il y a des scientifiques et des institutions qui sont là. Il faut qu'ils donnent leur avis et qu'ils proposent des choses, mais il y a aussi cet aspect culturel qui est là. Il faut que les coutumiers aussi y participent. Parce que, comme je dis, il y a un trou entre les jeunes dans les tribus et les anciens. Et ce trou-là, il faut le combler. Et ce n'est pas les institutions ou les scientifiques qui vont arriver à le faire. Eux, ils vont proposer des choses. Mais c'est surtout les coutumiers. Il faut qu'ils proposent des choses pour combler ces espaces-là, ce vide-là. Voilà, on va terminer sur ces mots-là. Merci à tous. Présentation qui est très courte, parce que je voudrais qu'on laisse le temps plutôt à l'échange qu'au côté magistral. On est là pour essayer de trouver davantage de solutions à un problème majeur en Calédonie par rapport à ces éléments du patrimoine culturel pour certains, à ces éléments de patrimoine naturel et ou les deux pour beaucoup. Donc moi je voudrais juste insister et nourrir un peu votre réflexion collégiale pour ensuite échanger sur cette question de mobilisation, d'enjeux de mobilisation des Calédoniens, quels qu'ils soient, sur la problématique des feux. Nous on a commencé il y a 16 ans maintenant, en 2003, après Erika à se mobiliser sur le sujet des feux, où on avait alerté par rapport aux risques, je ne sais pas si vous vous souvenez, la houpinier avait été complètement coupée, la canopée avait été complètement ouverte. On avait 2 mètres de branchage dans le sous-bois, et donc là, vous pouviez aller du sommet de la houpinier jusqu'à la tribu avec le soleil au-dessus de la tête. Il n'y avait plus de feuilles dans les arbres, et donc s'il y avait eu un seul incendie, c'était la houpinier en grande partie qui brûlait. Et donc ça avait été la première mobilisation sur l'enjeu. Et puis vous avez connu le feu de la montagne des sources, et puis malheureusement d'autres feux, et avec beaucoup de partenaires dans la salle, on s'est mobilisé par plein de voies pour essayer de trouver des solutions. On est encore bien loin d'avoir réussi, c'est pour ça qu'on est encore tous là aujourd'hui. Et ce qu'il faut, c'est qu'on s'interroge ensemble et qu'on invente, parce que je crois que la première liberté, c'est pas la liberté d'action, c'est la liberté de penser. Donc pensons autrement, peut-être différemment de ce que l'on fait depuis de nombreuses années. Donc en termes de... Souvent, beaucoup d'entre vous, on s'est mobilisés par rapport à l'enjeu des forêts, parce que cœur de biodiversité, parce que château d'eau de la Calédonie. Super. Normalement, il y a 4 images. Alors là, ça fout mal. C'est quoi ça? Ouais, on peut essayer ça. Quelque part. Excuse-moi. Tac. Et donc, la question de la perception de ce que l'on perd, c'est ça qui peut nous faire bouger. Qu'est-ce que l'on perd à laisser brûler le pays?
et qu'est-ce que l'on gagnerait à ne plus le laisser brûler. Et il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est moteur dans notre humanité? C'est la peur, et c'est l'envie, c'est l'avoir, et l'avoir, la sécurité, l'avenir pour ses enfants, etc. Et si on travaille davantage, si on s'interroge davantage sur cette question de risque de perte ou de gain, que ce soit pour un politique, c'est pas vendeur de dire on va mettre 100 millions ou 150 millions, par exemple, pour tester un air tractor australien sur une saison des feux, pour tester un nouveau moyen aérien de combattre le feu. Parce que c'est perçu politiquement que comme une dépense, une perte financière. Si derrière, et avec la PEP, et je vous invite à récupérer les ouvrages de la Davare sur la politique de l'eau partagée, où il y a eu un énorme travail de pédagogie sur l'enjeu de préserver les châteaux d'eau du pays, et donc les forêts de la Chaîne, eh bien, les politiques commencent à se rendre compte que finalement, mettre de l'argent sur la table pour empêcher le feu, ça peut être du gain. Et on le verra demain dans une autre présentation qu'on fera avec la Davare, on va vous montrer quelques exemples de ce que ça coûte de laisser brûler les châteaux d'eau, avec des chiffres vraiment parlants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le sujet. Ah oui, excuse-moi. Il a un petit souci, en fait. Ça, oui, c'était celle-là à réparer. Bon. Non, mais tant pis. Hein? Sur ton ordinateur. Ah oui, ok, d'accord. Ok, attends, je vais essayer. Excusez-moi. Hein, Alors ça. Merci Hubert. Sabotage. Oui, tu peux. C'est les aléas du direct, c'est pas un souci. Tac. 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 Ok, ça marche comme ça? Ouais, ça... Bon. C'est juste un peu... Bon, c'est pas grave, ça va. Merci beaucoup. Donc ouais, je reviens à cette question de perception de ce que l'on perd. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler ensemble, s'interroger et interroger davantage la population sur ce que ça nous coûte de gérer le feu ou de ne pas le gérer aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et on a eu un exposé dernièrement à l'IRD sur l'effondrement des populations de poissons dans l'océan. Daniel Poli, spécialiste mondial des stocks de poissons. Il montrait une courbe de l'effondrement des stocks de poissons, alors vraiment une courbe dramatique, on est vraiment dans l'effondrement des poissons marins, et il montrait en fait que ça ne change pas, les politiques ne changent pas, on continue de vider ce qui reste, parce que les gens n'ont qu'une perception d'une petite partie de la courbe. Ils voient que ça diminue, mais par rapport à leur effort de pêche, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une courbe où ils ont déjà perdu énormément et que la trajectoire, elle est extrêmement grave, quoi. Et pour les incendies, c'est pareil. Comme on a des incendies récurrents, on ne passe pas de la photo du haut ou de la photo d'avant, si vous vous souvenez. Alors, il n'y a plus le petit truc ici. Hein? Ah, il ne marche pas. D'accord. Non, mais je vais le faire avec ça. N'embête pas. Et la photo de la belle forêt, à la photo, alors c'est un peu mal en bas, vous avez des sols complètement dégradés où il n'y a vraiment plus du tout de forêt, il n'y a même plus de sol. C'est comme si la Calédonie avait perdu une partie de sa surface, puisque c'est abiotique, il y a quasiment plus de vie. Et on ne passe pas de la forêt à la Lune en un seul feu. Et c'est une partie sans doute de la raison du fait qu'on ne se rend pas compte que l'on perd, c'est que ça se fait progressivement. On ne perd pas la forêt tout de suite, on la perd au cours des décennies. Il y a des vieux en tribu qui soutiennent qu'à un endroit, par exemple, il y a 60 ans, c'était de la savane. Et on est allé voir sur les photos des Américains, de 42-43, et on lui a fait voir, et il pensait vraiment que c'était déjà de la savane ici, et c'était de la forêt. Parce que ça recule chaque année, quelques mètres, la lisière. Et donc on n'a pas la perception forcément du changement. Donc on n'a pas la perception du changement, en tout cas pas assez, et on n'a pas forcément la perception de ce que l'on perd.
qu'est-ce que ça nous offre, cette forêt? Non, ça ne marche pas du tout. Désolé. Là, il n'y a rien qui marche. Ouais. La présentation, là, un peu, tu vas chercher des liens, en fait. Bon. Alors, on va continuer sans. Donc, on n'a pas la perception qu'on perd la forêt, parce qu'elle recule très très lentement, et on n'a pas la perception des conséquences en chaîne de la perte de la forêt, parce que c'est progressif. J'avais juste après, par exemple, des photos de la coulée. Et la rivière de la coulée, entre un jour de beau temps et un jour avec un petit peu d'eau, tout de suite, elle devient marron, c'est de la crème Mont Blanc au café. Et ça choque pas les gens. Pour eux, c'est devenu quelque chose de naturel. Quand il pleut, la rivière, c'est de la crème Mont Blanc. Ça choque plus. Alors qu'ils ont perdu leurs poissons, la qualité de l'eau. On verra demain ce que ça coûte justement de traiter de la crème Mont Blanc. Sans doute d'autres ressources, ça augmente le risque d'inondation, ça baisse l'attractivité récréative et touristique, etc. Et donc, on n'est plus du tout on est dans l'incapacité de débattre de l'intérêt de la mobilisation du feu. Alors, c'est pas là, hein, c'est bien avant. Voilà, tac. Ok. Bon. Non, désolé. Donc, et donc, ça n'entraîne pas la mobilisation. On prend l'exemple, et ça va parler à Noé Conservation, une autre photo. C'était il y a quelques années, on est allé se mobiliser pour arrêter un feu à Thio, aux côtés des pompiers de la sécurité civile et des gardes nature de la province sud. C'était le feu de la Cambouis. Le feu, il n'est pas arrivé dans ce peuplement de Nié, là, de Calitri sulcata, le jour même. Il a démarré à Saint-Jean-Baptiste une semaine avant, en bord de mer, dans une savane à Niaouli, qui avait qui était vraiment déjà dégradée, brûlée. Donc ça, en effet, c'était quelque chose qui était normal de brûler. Sauf que, aux yeux des gens, sauf que le feu, ils l'ont laissé se promener dans la vallée, remonter jusqu'au plus gros peuplement connu à ce moment-là, de Nié, dans la vallée de la Cambouis. Et on a perdu un tiers à peu près de ce peuplement, sauvé 2 tiers si on regarde le verre à moitié plein. Et personne de la zone n'est venu nous aider. Les gens venaient regarder, ils sont venus discuter avec nous à la fin de la journée quand on est redescendu pour redescendre à Nouméa, mais personne n'est venu taper le feu. Pour eux, s'ils avaient eu le sentiment, si ça avait été un champ, si ça avait été une case, bien sûr qu'ils se seraient mobilisés. Et donc, s'interroger pourquoi les gens ne bougent pas. C'est là la question. Je n'ai pas la réponse. Hein. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que disaient les jeunes de Dayoubik, c'est d'aller, avec la légitimité des gens qui vivent dans le pays, qui sont chez eux, d'avoir ce qu'on appelle des champions, des gens qui vont pouvoir aller pousser la porte et poser les bonnes questions, animer le débat, avec une autre légitimité que ce que je peux avoir ici, en tant que oreilles. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'appuie. Ah oui, voilà. Et donc, en tout cas, tout ce que l'on retire de ce constat, c'est le schéma qui motive notre action en Calédonie, pas que sur le feu. Perception, motivation, action. Quand on n'a pas le sentiment, quand on ne perçoit pas que l'on perd quelque chose, ben on n'a pas de motivation à aller taper un feu, à aller filer le coup de main aux pompiers, ou les appeler, ou appeler du secours. Ça brûle. Si j'ai le sentiment que je ne perds rien, je n'ai pas à être motivé. Donc, réussir à nourrir le débat, à faire comprendre ce que les gens perdent en laissant brûler le pays, eh bien, normalement, on devrait pouvoir nourrir ce sentiment de motivation par leur chemin propre, chacun avec sa culture, chacun avec son histoire, avec son âge, etc. Et seulement quand on a sa propre motivation, on passe à l'action. Et on devient moteur dans le pays de la lutte contre les feux. Et la prochaine fois, on ne sera pas 50 ou 60, mais on sera 200, 400, 500, 1000. Alors,
bah c'est super. Ah. Ah, ouais, bah, bravo. Alors là, j'avais 4 portraits. Alors, imaginez, divisé en 4. Là, j'avais mis, c'était ma dernière slide. Vous me paierez ça à l'œil. Hein. non, mais non. J'avais mis 4 portraits pour illustrer mon dernier propos. À savoir, nous, depuis des années, on essaye d'identifier ce qu'on appelle les champions. Des gens qui sont du pays, qui sont convaincus, qui ont la perception, quelle que soit leur ethnie, qui ont compris que ce qui était en train de se perdre, ça finissait par diminuer leur capacité d'épanouissement, diminuer leur patrimoine culturel, diminuer leur potentiel de développement touristique, agricole, etc. Et ces gens-là, avec toute la légitimité qu'ils ont, eh bien, sont passés à l'action. Il y en a un dans la salle, Roberto Mico, qui nous a fait l'amitié d'être présent de la ZCO, donc avec qui on a travaillé depuis 2010, qui s'est mobilisé sur sa tribu à Azareux, qui est venu voir ce qu'on faisait à Guapin et qui s'est lancé dans l'aventure pour mobiliser tous les gens de la tribu à ne plus brûler sur le captage d'eau de la tribu. Et il faut aller voir ce que c'est devenu. C'est-à-dire que ça marche. Il y a maintenant même un sentier découverte d'un petit nid de roussettes qui est sur le captage. Et il y a véritablement une appropriation. C'est-à-dire que nous, on n'intervient plus à Azareux. Ça fait c'était pour nous un indicateur de succès. On a dû arrêter en 2016, 2010-2016. Ils n'ont pas besoin de nous pour faire le job. On est partenaires, on a écrit quelques pages de votre livre ensemble. Et puis, et là, on a un champion. Et les jeunes que j'ai vus tout à l'heure, de Dayubik, bah oui, ouais, ça c'est des champions. Quand on voit, là demain il y aura Denis Mendu-Poveux de Guapin, quand il parle, il est légitime à parler. Il sait ce que c'est, il a pratiqué le feu, il pratique, mais il met en andin et il brûle pas autour de son champ. Donc il y a des chemins, ils sont inspirants et légitimes à porter un message. J'avais également, dans un autre registre, Pascal Guillotin d'Imbéa Rivière Vivante. On se bat depuis fin 2001 pour protéger la haute d'Imbéa. On a obtenu le classement en 2013, donc il a fallu quand même 12 ans. Mais dès 2009, on a réussi à obtenir une barrière avec d'Imbéa Rivière Vivante. Et il n'y a plus de feu sur la d'Imbéa depuis. On croise les doigts, donc ça fait quand même 10 ans. Et on s'est engagé avec eux, et eux le font parce qu'ils sont riverains. Donc là aussi, ils ont une légitimité à le faire. À aller sensibiliser les gens sur le feu, avec un discours, avec un livre qui explique leur action, etc. J'avais aussi une photo que vous connaissez bien de Thibaut, de Kaido Clean, qui est pas trop sur le feu, qui est venu nous aider sur un feu, le Cric Pernod, qui est pas encore sur ce dossier-là, qui est davantage sur les déchets, sur des plantations, mais qui, pareil, il est inspirant, il est légitime, il mouille sa chemise, et le message sur lequel je voudrais qu'on puisse porter la discussion, c'est est-ce qu'on peut pas tous ensemble aller chercher, aller identifier et mettre en réseau l'ensemble de ces acteurs, de ces champions, dans toutes les communautés, pour pouvoir tisser ce réseau d'acteurs qu'on va devoir rassembler aux Assises du Feu pour sortir un plan d'action Feu Nouvelle-Calédonie. Parce qu'on aura, pour un plan d'action Feu Nouvelle-Calédonie, on aura besoin de travailler l'organisation et la coordination des acteurs, sensibilisation, prévention, suivi, surveillance, lutte, mesures répressives et incitatives, restauration et gestion de l'espace rural. Il y en a des chantiers. Par contre, ça va marcher, ces Assises du Feu, si en amont, on a réussi à rassembler tous ces gens qui, derrière, vont faire que ce plan d'action va marcher, qui vont repartir avec leur partie de job et qui vont le faire parce qu'ils sont convaincus et légitimes. Donc c'est là-dessus que j'aimerais qu'on puisse discuter. Merci. Bon, bonjour à tous, rebonjour à tous, parce qu'on s'est tous croisés un certain nombre de fois depuis ce matin. Alors oui, je m'appelle Anne Lataste et je suis responsable du pôle communication de l'Œil. C'est difficile, Dieu que c'est difficile de passer derrière Dayubik et Hubert Géraud qui ont mis tant d'âme et de fond pour en revenir à des choses très pratico-pratiques.
Donc je vais tâcher de faire ça rapidement et efficacement. L'idée, là, c'est de vous dire que vous êtes tous acteurs et que la façon dont l'œil valorise la donnée et l'information environnementale à travers tout le panel d'outils que je vais vous présenter sur la thématique incendie, ils ont vocation à vous servir, ils ont vocation à être utilisés, vous en êtes les premiers utilisateurs, ambassadeurs, relais. Donc voilà, on va y aller étape par étape. Juste un petit rappel que vous avez déjà fait, Jean-François, ce matin sur les 3 missions de l'œil et la raison pour laquelle tout ça s'inscrit dans les 3 missions de l'œil qui sont la surveillance de l'environnement, l'optimisation des outils de suivi environnemental et l'information qui est ce sur quoi on se concentre là maintenant tout de suite à destination de tous les publics, de tous, qu'ils soient professionnels, public averti, décideurs, membres d'associations, acteurs sur le terrain, le grand public d'une façon générale et les jeunes bien sûr, comme ça a été très bien dit, parce qu'ils sont l'avenir. Donc du coup, quand on reprend ces 3 grandes catégories et qu'on met en face le panel d'outils que l'œil a pu produire sur la thématique incendie, de près ou de loin, on s'aperçoit que le bilan technique dont les résultats vous ont été présentés ce matin par Jean-François sur l'impact environnemental des incendies pour l'année 2017 et qui a vocation à être reproduit tous les ans, s'adresse principalement à vous tous, professionnels, acteurs, gestionnaires, etc. De même que le géoportail Vulcain, dont je vais vous montrer quelques fonctionnalités dans un instant, qui intéresse également le grand public, comme le système d'alerte incendie, la plaquette d'information et un jeu que vous avez là, mais dont on a oublié les pylônes, donc ça perd un tout petit peu de son intérêt. Je vous montrerai, grâce à une petite animation, un peu comment ça fonctionne. Alors pour ce qui est du bilan technique, il s'appelle « Analyse spatiale de l'impact environnemental des incendies de 2017 en Nouvelle-Calédonie ». Il est disponible et accessible gratuitement pour tous et tous sur le site de l'œil. Sur le site de l'œil, vous avez une boîte à outils quand vous arrivez sur la page d'accueil. Il faut aller dans la bibliothèque numérique et là vous cherchez analyse spatiale incendie et vous tombez directement dessus. Ensuite, pour ce qui est du géoportail Vulcain, donc vous savez que c'est la même chose, direction le site internet, boîte à outils à droite, géoportail environnement. Là, vous arrivez sur un certain nombre d'outils cartographiques, dont un qui s'appelle Vulcain. Et quand on y va, ça ressemble à peu près à ça. Là, j'ai choisi sur le sélecteur temporel la période du 1er janvier au 30 juin 2019 pour regarder quelque chose d'un peu récent. Ça se voit peut-être pas très bien à l'écran, mais vous voyez déjà qu'il y a quand même un certain nombre d'événements qui ont été détectés par les 3 satellites dont parlait Jean-François ce matin. Alors en préparant la présentation, j'ai fait un zoom sur la région de Koné et j'ai vu qu'il y avait un événement qui avait été détecté. Hop, si je peux pointer. Le 19 juin, là, donc il n'y a pas très longtemps, qu'on s'y est intéressé d'un peu plus près pour aller voir à quoi ça ressemblait, en tout cas ce qui s'est passé depuis le début de l'année en termes d'incendie sur la commune de Koné. Donc grâce à l'outil d'analyse auquel vous avez accès en cliquant ici, vous allez pouvoir sélectionner au niveau géographique la Nouvelle-Calédonie ou par province ou par commune ou par aire coutumière et accéder aux données statistiques. Donc ici vous pouvez générer un tableau de statistiques par exemple, mais il y en a tout un panel que vous pouvez sortir, et là ça nous montre juste qu'il y a eu 5 événements détectés depuis le début de l'année, 5 événements et dont on peut sortir des graphiques par thématique d'intérêt, et là pour le coup on voit qu'il y en a 3 qui ont concerné de la strate arborée, les 5 ont concerné de la strate arbustive, 3 encore ont concerné, 4 des installations anthropisées, on va dire, artificialisées, humaines. Et enfin, là encore, on est sur un événement qui a concerné une couche d'information de forêt sèche ou assimilée. Et en s'intéressant un petit peu à l'événement du 19 juin, du coup, j'en ai parlé à mon collègue Jean-François et on est allé chercher les images du satellite Sentinelle pour voir un peu s'il y avait une trace. Et donc, le 11 juin, rien, le 18 juin, rien, et le 28 juin, effectivement, on voit qu'il y a effectivement une trace de quelque chose qui a brûlé par là-haut, quelque part entre Bako et Tiaoué, donc entre ici et là-haut.
Ensuite, tout ce géoportail nous a donné la possibilité aussi de développer un outil d'alerte incendie par mail, auquel il est hyper simple de s'abonner. On va sur le site internet de l'œil encore. Là, on clique sur le bouton alerte incendie dans la boîte à outils. On arrive sur une page d'abonnement où vous allez pouvoir sélectionner les zones qui vous intéressent. Ça peut être toute la Calédonie, mais encore une fois, ça peut être une seule ou plusieurs des provinces, ou par commune, ou par aire coutumière. Et ensuite, vous choisissez les thématiques qui vous intéressent, que ce soit des installations humaines, biens et personnes, les couches d'information environnementale que je viens de citer pour quelques-unes, etc. Et tout ça vous amène à être alerté dès qu'un incendie est détecté par un des satellites, et vous recevez un mail, en fait, par exemple, s'il y a quelque chose, si vous avez sélectionné Kwawa et que quelque chose est détecté. Si c'est le satellite Himawari, vous allez recevoir l'information dans les 40 minutes, et si c'est l'un des deux autres satellites, là ce sera dans les 3 heures. Voilà, Himawari, l'intégration des données d'Himawari a été un grand progrès en termes de réactivité. Et donc voilà le mail que vous allez recevoir. Vous avez la liste des événements détectés, un lien qui vous amène directement sur la carte et qui vous ramène sur Vulcain, que je viens de vous montrer. Ensuite, en termes d'utilisation et de relais de cette information, de voir un peu comment tout ça s'articule, que ce soit par alerte incendie ou par la presse, parce que c'était vraiment un très gros événement au tout début novembre 2018, l'incendie de Poum qui a touché le Nord. Cette information, en fait, nous est arrivée et par les systèmes d'alerte et par la presse, etc. Et du coup, on a interrogé les images sentinelles, encore une fois, et juste pour montrer l'intérêt effectivement, qui va dans le sens de votre présence à tous aujourd'hui et de tout ce qui vient d'être dit juste avant que je prenne la parole. D'histoire de la page Facebook de l'œil, en fait, il n'y a jamais eu autant de relais et autant de partage de l'information que le jour où on a partagé la trace, la photo prise par Sentinelle sur l'incendie de Poum, qui avait ravagé près de 650 hectares, si ma mémoire est bonne. Ce qui veut bien dire à quel point tout le monde se sent concerné, impliqué, et voilà, on le sait, quand les réseaux sociaux commencent à s'emballer, c'est que tout le monde se sent touché. Ensuite, on vient d'éditer, là, à la suite de la production du bilan de l'impact environnemental des incendies sur l'année 2017, une plaquette d'information que vous avez ici, et qui est en train d'être diffusée en fait dans toute la Calédonie, à l'attention de tous les maires de Calédonie, de tous les centres de secours, de tous les collèges et lycées. On essaye vraiment de faire passer ce message à la fois de prévention, de sensibilisation et surtout de porter l'information au plus près de tous, de tout un chacun, le plus possible dans la mesure de ce qu'on sait faire. Et ensuite, quand on est sur les événements, on en fait une trentaine par an, des foires organisées en tribu ou des événements organisés partout en province sud en fait, ou partout où on est appelé. Et on a créé cette année un jeu qui dépasse la problématique de la pression incendie, mais dans laquelle on a pu l'intégrer, qui est destiné aux plus jeunes, mais qui amuse aussi les moins jeunes. Et qui consiste en fait à se mettre dans la peau d'un observateur de l'environnement et à aborder en tout cas la question de ce que c'est que des indicateurs qui permettent d'évaluer l'état de l'environnement d'une partie et de ce que sont les pressions environnementales. Et donc pour ce qui est quand le ou les joueurs tirent un dé, ils tirent un défi, etc. Et quand ils ont un défi menace à relever, on leur présente tous ces pions là qui sont magnétiques et qui sont des illustrations de conséquences potentielles des pressions environnementales qu'on a listées sur le panneau de gauche. Et donc ils doivent en choisir 2, mais ça nous permet, il y en a évidemment beaucoup plus de possibles parmi ce qui est en dessous, mais ça nous permet justement d'expliquer à quel point chacune de ces pressions a de multiples conséquences qui s'engendrent les unes les autres bien souvent. Et pour ce qui est alors là, c'est la mine qui est animée. Mais pour ce qui est des incendies, évidemment, il va y avoir l'érosion, les apports terrigènes en milieu marin, la qualité de l'eau, la baisse de la ressource en eau en termes de quantité, et puis évidemment
la déforestation, la fragmentation des habitats par le feu. Donc voilà, c'était très rapide et très technique. Je voulais juste que vous ayez conscience de tous ces outils qui sont à votre disposition, à la disposition en fait de chaque personne qui puisse se l'approprier, chacun à son niveau d'intérêt et de connaissance et de maîtrise des outils. Et donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller y faire un tour si ce n'est pas déjà fait. Merci. Rebonjour tout le monde, donc Julien du Centre d'initiation à l'environnement de Nouvelle-Calédonie. Donc nous sommes une association et notre objectif c'est de transmettre des informations, de sensibiliser la population, tout type de public, dans l'idée que pour protéger quelque chose il faut le connaître. Et du coup voilà, on essaie vraiment de transmettre un maximum d'informations sur l'environnement, pour que le public prenne conscience de la richesse de cet environnement, des biens et services que peuvent rendre cet environnement, de l'utilité de le préserver, et donc petit à petit puisse mieux le protéger. Voilà, donc c'est une association qui est créée depuis 1996, et donc depuis sa création, une partie des salariés et des bénévoles œuvrent pour informer le public. Donc le thème de la journée, donc c'est les outils pédagogiques pour informer et sensibiliser à la problématique des feux. Sachant qu'on intervient sur l'ensemble du territoire, on fait environ, on a une équipe dans le sud aussi, moi je m'occupe du nord, avec mon collègue Johan qui travaille avec moi, qui est d'ailleurs en intervention à Point-Dimier en ce moment. Et donc on fait environ 500 interventions par an sur le territoire. Donc là, je vais vous présenter certains outils qui sont vraiment ciblés sur le feu. C'est vraiment par rapport à des interventions sur le feu. Après, comme ça a été dit précédemment, pour parler des problèmes de feu, des fois, il ne faut pas forcément attaquer le problème de front. On a vu des exemples avec les chasseurs, il y a des exemples, ça peut être avec des sentiers botaniques, avec des gens qui font du tourisme, qui ont tout intérêt à ce que les milieux naturels qui sont à proximité de chez eux ne brûlent pas. Voilà, donc quand on fait des interventions sur, par exemple, la forêt humide, on va aussi montrer la biodiversité de cette forêt, la ressource qu'on peut trouver dans cette forêt-là. Et du coup, ça participe aussi, on l'espère, c'est très difficile à évaluer, c'est un des problèmes, ça participe aussi à limiter on l'espère, la propagation des feux et les départs de feu. Donc c'est pas uniquement à travers des interventions ciblées sur le feu où on va agir sur les feux. Ça peut être des animations sur la forêt humide, ça peut être des animations sur la forêt sèche, sur la ressource en eau bien évidemment, etc., etc. Donc au niveau des outils qui sont vraiment ciblés sur le feu, donc on travaille avec tout type de public. Donc là je vous commence par les plus petits, les petits maternels à l'école. Donc les petits maternels, ils savent pas encore lire, donc on travaille sous forme de contes. Tous les outils là, ils sont exposés autour de la salle, vous pouvez les consulter. Si jamais on arrive à avoir une pause cet après-midi, je sais pas. Donc c'est une histoire d'une petite goutte d'eau, donc c'est un conte illustré. On va raconter l'histoire de Lily, la petite goutte d'eau, et au fur et à mesure, elle va rencontrer on a un pointeur là aussi, nous. C'est lequel celui-là ? Voilà. Donc elle est dans son nuage, elle va rencontrer la forêt, elle va prendre le temps dans la forêt. Je vais faire vite parce que je vais pas vous faire l'histoire. Et ensuite, une fois qu'elle remonte dans son nuage, il y a quelqu'un qui est allé dans la forêt et qui malheureusement a mal éteint son feu, et du coup il y a tout qui a brûlé. Et quand Lily revient, elle a perdu tous ses animaux, tous ses copains, les plantes, les arbres et aussi tous les animaux qui étaient cachés là. Et du coup elle a très peur et elle va finir dans la rivière avec toute la boue. Du coup, le poisson, il est pas du tout content parce qu'il n'arrive plus à respirer dans toute cette boue. Du coup, elle va remonter dans son nuage, sa maman va la consoler, et pendant ce temps-là, il y a des enfants qui vont aller planter des arbres pour aider la forêt à revivre, etc. Donc voilà, c'est à travers une histoire comme ça illustrée, donc il y a les dessins, tout est sur la table, où on va parler donc du cycle de l'eau, on va parler des conséquences de l'eau, des feux par rapport à l'érosion, on va parler de la pollution de la rivière, on peut parler de la pollution jusqu'au lagon, d'accord. Donc pour les petits maternels, on va travailler sous forme de contes illustrés. Et ensuite, toutes ces images,
elles vont être réutilisées pour l'animation, pour faire du tri séquentiel. C'est ce qu'on fait en maternelle pour transmettre, voilà, essayer de se souvenir de l'histoire, de l'ordre chronologique de l'histoire. On va les utiliser aussi pour faire des jeux de mémoire aussi. Et du coup, toutes ces images vont resservir après à transmettre des informations sur le cycle de l'eau, sur la conséquence des feux, sur la rivière, le milieu marin, etc. Voilà, donc il y a quelques mots-clés en bas, voilà, la pollution et l'implication, bien sûr, de la population. Tout le monde peut agir contre les feux, tout le monde peut participer à la préservation de l'environnement. Voilà, donc après, si on passe un petit peu au niveau au-dessus, donc au niveau des primaires, on peut utiliser aussi, bien sûr, des comptes, notamment le même compte pour les CP, notamment en début d'année, parce qu'ils ne savent toujours pas lire. Mais on peut utiliser aussi d'autres outils, comme des panneaux avec des scratchs pour voir les conséquences des feux sur différents secteurs. Donc ça peut être sur l'eau, ça peut être sur les activités humaines, ça peut être sur le climat, etc. Et on a aussi de façon ludique un jeu de loi avec... c'est un jeu qui se passe à Ouégoua à l'origine. Il a été créé, ça se passe à Ouégoua. Et du coup, l'objectif, c'est de préserver les forêts. C'est le nom du jeu, là, Préservons la forêt. Et du coup, à travers un jeu de loi, vous connaissez le principe, un dé, des pions, des cartes questions, et il y a aussi des événements positifs et des événements négatifs. Et du coup, au fur et à mesure qu'on avance, on va tomber sur des questions, on va y répondre, on va tomber sur des événements positifs, donc des mauvaises actions, qui vont nous faire perdre des arbres. Les arbres, là, ils sont dans le pochon, on en voit un peu ici, là. Voilà. Et du coup, le but du jeu, c'est d'avoir la plus grande forêt à la fin de la partie. Mais voilà, s'il y a des événements négatifs, des mauvaises actions, la forêt va régresser. Et s'ils ont des événements positifs, ça va être l'inverse. Voilà, donc on va essayer toujours de transmettre des informations de manière ludique à travers des ateliers, à travers des jeux pour les jeunes publics. Donc c'est un petit panel, hein, il y a d'autres choses, mais bon, je ne peux pas tout vous montrer. On a aussi une maquette qui est juste ici. Donc vous la voyez en action ici avec de l'eau. Donc là, l'objectif c'est de montrer une forêt préservée, une forêt brûlée, et en versant de l'eau en commençant par la forêt préservée, on va voir l'impact de la forêt, le rôle de la forêt par rapport aux pluies et aux précipitations, etc. Du coup, ici, ce qu'on peut observer, donc ça marche réellement, je ne sais pas si on pourra l'essayer, mais peut-être pas. Donc quand on met de l'eau ici, on va la voir ressortir à ce niveau-là, au niveau de la source, et elle va remplir la rivière ici. Sur le côté de la mallette, à cet endroit-là, vous pourrez observer ici, on a même la nappe phréatique qui est représentée. Et donc on voit le niveau de la nappe phréatique qui monte. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe quand... Hop là. C'est ce qui se passe quand on verse de l'eau sur cette partie-là. Ensuite, quand on verse de l'eau sur la partie de la forêt qui a malheureusement brûlé, ici, j'ai oublié, mais là on met de la terre généralement, hein. Voilà, juste en bas là. Quand on verse de l'eau sur la partie brûlée, toute l'eau va arriver d'un seul coup, dévaler la pente et arriver dans la rivière en bas. Donc elle va emporter en même temps la terre, et on va retrouver dans la petite rivière en bas, qui est séparée, elle est séparée de l'autre ici, hein. On va retrouver toute la boue dans la rivière en bas. Donc on voit concrètement, visuellement, l'impact des feux sur l'érosion. Et on pourra observer sur le côté que le niveau de la nappe phréatique il est beaucoup moins haut que le côté où la forêt a été préservée. Voilà, donc c'est une manière visuelle, c'est un peu long à mettre en place, à installer, mais ça prend 5 minutes à montrer. Et d'une manière visuelle, ça marque les gens, ça marche avec tout type de public, hein. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, c'est vraiment quand même assez efficace. Voilà, donc ça c'est une maquette. Après, pour les collèges-lycées, on utilise aussi des fois des présentations diaporama, comme on peut faire traditionnellement, on va dire. Ce qui marche bien aussi, c'est les débats. On fait des débats avec les jeunes pour que chacun puisse s'exprimer, chacun donner son point de vue, etc. Et donc, à travers tout ça, on arrive petit à petit à transmettre des informations sur les impacts des feux. Là, c'est un exemple d'un projet au collège à Koumak. Donc, ils avaient créé une exposition. Là, c'est une des affiches un des dessins qui avait été fait, mais ils avaient fait un grand panel d'affiches. On travaille aussi donc avec tout type de public. Hein. Là, c'est aussi avec les adultes. Ça peut être des formations. Donc, l'exemple en photo ici, c'était notamment avec des guides. Je peux plus vous dire si c'est des guides pédestres, équestres ou formation de guides. Donc là, c'est très intéressant pour eux aussi, de préserver leur environnement puisque c'est leur espace de travail, bien sûr.
Voilà, des formations aussi, ça peut être avec des futurs animateurs pour transmettre voilà, les outils pédagogiques et l'animation. Ça peut être des chantiers de reboisement. On parlait de Bélep tout à l'heure, voilà, c'était à Bélep sur le plateau là-haut. Je sais pas si ça a bien poussé depuis. Mais voilà, donc ce qui est plus utile avec le public adulte, ça peut être voilà, dans le cadre de formation par rapport à là c'était des formations diplômantes, par rapport à un métier, des usages de la forêt. Et sinon après, comme ça a été très bien expliqué par notamment Jean-Jacques, voilà, c'est avec les activités des gens. Il y en a qui sont chasseurs, il y en a qui sont guides, il y en a qui vont aller chercher la paille, etc. Donc, faut effectivement partir de ces projets, de ces utilisations des gens pour informer, sensibiliser et préserver les forêts. C'est sûr que d'arriver à quelqu'un, d'aller voir quelqu'un et lui dire le feu c'est pas bien, arrête de mettre le feu, ça va pas nécessairement marcher. Voilà. Faut une démarche, il faut si possible un projet. Donc si c'est quelqu'un qui veut faire un sentier, si c'est quelqu'un qui veut faire de l'accueil, si c'est quelqu'un un chasseur, faut partir un petit peu de tout ça pour informer, sensibiliser, quoi. Les jeux, ça marche bien, l'information directe avec le feu, ça marche bien avec les petits, mais plus on grandit et plus il faut partir effectivement des usages. Voilà. Après, ça c'est sur les stands, donc c'est grand public. Donc on peut avoir, ça c'est une exposition que j'ai amenée mais je l'ai pas sortie, qui a été faite de manière artisanale. Donc on peut mettre en place l'exposition, on peut faire des démonstrations avec la maquette, on peut faire les jeux aussi avec les enfants d'un côté, donc on a de quoi tenir un stand avec des activités qui sont adaptées un petit peu à tout type de public. Après pour les adultes bien sûr, ça va être la discussion, on peut avoir des photos de plantes, d'espèces qui sont qui poussent dans leur milieu, enfin dans leur village ou leur tribu. Si on va à Puebo, on va essayer de prendre les espèces de Puebo. Si on va à Koné, on va prendre les espèces de Koné, etc. Voilà. Et ça, il y en a peut-être qui se rappellent de ce petit livret là qui avait été créé il y a quelques années. Ça date un peu, donc je crois qu'il est complètement épuisé. Voilà. Donc après pour le public adulte, ça va être plus de la discussion, de l'échange sur les stands. Voilà, donc ça va être très court la présentation, c'est fini. Donc là c'est juste la maquette un petit détail de la maquette qui est exposé ici, avec le fonctionnement. Donc simplement pour la partie forêt, donc c'est des éponges qui vont représenter l'humus. C'est ça qui va stocker l'eau. Et la rivière, on parlait de la rivière tout à l'heure qui allait couler à ce niveau-là, mais elle va couler pendant longtemps, puisqu'après on arrête d'arroser, puis là on dit c'est la période sèche. Alors, regardez, c'est la période sèche, mais là la rivière elle coule encore, alors qu'à côté il n'y a plus d'eau. D'accord, donc ça permet en 5 minutes de faire comme si c'était une année entière, quoi. Et donc ça c'est l'humus qui va retenir l'eau et qui va la restituer dans la nappe phréatique en dessous. On va voir avec le plexis au côté. Et ici, à la place des éponges, on a mis un morceau de plexiglas justement. Et du coup, c'est pour ça que toute l'eau ruisselle, le sol qui est devenu imperméable, quoi. Voilà, c'est pour la partie fonctionnement. Après, on a un petit tuyau pour récupérer l'eau de la rivière ici. Des fois, on enlève le petit morceau de bâche au milieu pour montrer que si on est au-dessus, en amont, et qu'il y a un autre village en dessous, une autre tribu en dessous, en aval. Si en aval, ils protègent leur forêt, mais qu'en amont, ils la détruisent, la boue, elle va quand même impacter la rivière de ceux qui sont en dessous, hein, jusqu'à la mer, quoi. Donc c'est pour montrer aussi que, plus on est haut dans la chaîne, et plus on va avoir des conséquences aussi sur tous ceux qui sont en bas. Celui qui est au bord de mer, il aura moins de conséquences sur celui qui est en haut de la chaîne. Sauf s'il met le fond en bas et que ça monte comme on a vu, comme on a vu des fois. Voilà. Donc ça, c'était la petite explication de la maquette. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai prévu. Voilà. Bien, bonjour à tous, rebonjour. Je suis Shankar Mayer, coordinateur de l'association Endemia, et je suis accompagné de Dominique Fleureau, président de l'association Endemia. Donc, on va représenter, mais brièvement, les travaux de l'association et du RLA avant de laisser Dominique nous faire un retour d'expérience sur ces multiples actions de sensibilisation qu'il effectue en tribu, en province nord, grâce à des supports réalisés par Endemia sur la flore menacée, mais aussi plus spécifiquement sur la thématique feu. Je rappelle rapidement, Endemia est association de loi 1901 créée en 2001 pour héberger la plateforme
endemia.nc, donc qui est le site qui centralise les connaissances sur la biodiversité indigène de Nouvelle-Calédonie, un site qui est alimenté de façon participative par tous les naturalistes du territoire et de l'extérieur qui connaissent la biodiversité. Et donc la mission première d'Endemia, historiquement, c'est de partager la connaissance sur la biodiversité indigène de Calédonie et de promouvoir cette biodiversité, de la faire connaître. Depuis 2014, l'association a été agréée par l'Union internationale pour la conservation de la nature pour héberger un groupe d'experts botanistes, donc une autorité liste rouge, ce qu'on appelle le RLA, et qui avait pour mission d'établir la liste rouge de la flore de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est les chiffres qu'on a, qui ont déjà été annoncés plusieurs fois aujourd'hui, donc je vais passer rapidement dessus. Ce projet de RLA, il s'est mis en place naturellement sur la flore qui est, au niveau du patrimoine naturel de Calédonie, une des parts les plus importantes, hein, donc je redis pas tous les chiffres, je vous les remontre, j'en remets une couche pour être sûr que tout le monde retienne bien. Et donc c'est cette richesse et cette diversité de la flore qui place la Nouvelle-Calédonie, qui est un minuscule territoire à l'échelle de la planète, comme un hotspot mondial de biodiversité, vraiment, enfin même un hotspot plutôt bien classé, hein, c'est-à-dire un lieu qui concentre une très grande richesse naturelle et des menaces très fortes. Donc ça c'est toujours intéressant pour prendre du recul par rapport à la responsabilité qu'on peut avoir pour le patrimoine naturel calédonien ici, surtout pour des espèces qui sont très majoritairement endémiques, donc si nous-mêmes on ne les préserve pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Et donc la liste rouge, très rapidement pour revenir, donc qu'est-ce que c'est? C'est un inventaire espèce par espèce du risque d'extinction. Et donc au niveau du RLA et de Endemia, donc on récupère des observations naturalistes, on les compile dans des bases de données, et après on fait des ateliers collégiaux où on réunit les experts et on passe en revue les espèces une par une à la lumière de ces données et grâce à la méthodologie UICN spécifique à la liste rouge. Donc ce que Gilda présentait déjà ce matin, où on réalise, enfin on regarde par exemple les surfaces occupées par des espèces, les effectifs, les menaces qui pèsent sur les espèces ou sur leur milieu, et ça nous permet de déboucher sur des catégories, des catégories de menaces. Et donc ces trois ici au milieu, là, les jaunes, orange, rouge, c'est les espèces qu'on considère comme menacées dans la liste rouge. Donc je reviens là-dessus. À ce jour, on a un peu plus quasiment 1500 espèces évaluées. Donc c'est des chiffres un peu différents de ce qu'on a vu ce matin parce que là, on inclut vraiment toutes les évaluations jusqu'à aujourd'hui, même celles qui sont pas encore tout à fait validées. Mais concrètement, les pourcentages restent les pourcentages restent les mêmes. Hein. On a dans les 42-43% d'espèces menacées ici. Et donc c'est l'évaluation des menaces à laquelle on procède avec les experts nous permet de dire que sur les espèces menacées, on en a quasiment 70% qui sont touchés par les feux de brousse. Donc toute cette information, ça sert à alimenter la liste rouge mondiale, mais pas seulement. Comme je disais ce matin, donc on établit des cartes de concentration pour... Voilà, j'ai du mal avec le pointeur, excusez-moi. Il y a quand même 3 boutons. Ça nous permet de localiser à l'échelle de la Calédonie les zones où il y a le plus d'espèces menacées qui se concentrent. Donc ça, comme je disais ce matin, c'est un reflet des enjeux de conservation, mais aussi un reflet de la connaissance et de la prospection. Hein. Il y a beaucoup d'endroits dans la chaîne, ou par exemple sur la côte oubliée aussi, où on a très peu d'informations. Donc ça apparaît sur cette carte aussi. Et donc toutes ces informations, elles sont diffusées après dans divers cadres, elles sont retournées à tous les partenaires qui participent. Et donc sur cette thématique feu, comme on dit les collègues de l'œil ce matin, on fait une livraison annuelle à l'œil à la sécurité civile pour alimenter donc l'outil d'alerte incendie et orienter l'effort de lutte sur les incendies sur le plan environnemental. Hein, les premières priorités restant évidemment les personnes et les biens. Mais donc voilà comment ça se présente quand vous activez la couche périmètre d'alerte sur les espèces menacées sur l'outil alerte. Vous avez, ça se voit pas très bien là, mais on a des cercles roses, de différentes tailles qui représentent les espèces menacées du territoire. Donc après, on peut superposer avec les périmètres des surfaces brûlées pour voir s'il y a eu des impacts ou non. Les données Endemia servent aussi à alimenter les bilans annuels de l'œil sur l'impact environnemental des incendies. Et ensuite, tout le réseau des botanistes, donc ils sont une cinquantaine en tout, la majorité sont sur le territoire. Ça sert à
Donc, ils sont mobilisés quand il y a des grands incendies, donc ça nous permet de faire des prospections. Là, on a plusieurs images. La plus récente en bas, là, c'est au Bois du Sud, en fin d'année dernière, où on était allé prospecter du côté de la réserve de la forêt cachée pour retrouver une espèce en danger qui était impactée impactée a priori par l'incendie des Bois du Sud. Le résultat sur le terrain, c'est qu'elle l'a été impactée. Mais on l'a retrouvée. Et donc tout ça, ça permet aussi de mettre en place des supports de sensibilisation, avec notamment l'expo photo sur la flore menacée, qui a bientôt 2 ans et qui circule sur le territoire un petit peu partout. Et donc c'est là que je vais laisser la parole à Dominique, parce qu'on a donc plusieurs jeux qui circulent un peu partout en Nouvelle-Calédonie, et sous l'impulsion de Dominique, un panneau supplémentaire a été réalisé, que vous voyez juste là, sur la menace feu et l'impact que ça peut avoir sur le patrimoine naturel du territoire, et donc en particulier la flore. Bonjour à tout le monde. Je me représente, donc comme Shankar a dit, président d'Andemia, donc Dominique Fleureau. Une de mes casquettes, pour que vous puissiez comprendre un peu toutes les actions quelques-unes des actions que je mène de sensibilisation au niveau Province Nord, mais pas que, parce que je suis déjà intervenu au niveau de la ZCO, attribut de Catricoin. Donc je voudrais déjà avoir une pensée à quelqu'un avant d'aller plus loin dans ma présentation. C'est une personne qui nous a quittés en début d'année, le sapeur-pompier Bertrand Pimet. Il est originaire de la commune d'où je suis, de Koumak, à 2 titres. J'ai fait mon service militaire à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc quelque part, c'était un frère d'armes pour moi, mais plus que ça, puisqu'on était originaire aussi de la même vallée, vallée de Akwawa. Donc on a des originaires, j'ai une racine kanak qui vient de là-bas, et on a un aïeul commun avec Bertrand. Donc je voulais avoir une petite pensée pour lui, parce que voilà, ce forum est dédié aux incendies de forêt. Donc parmi mes casquettes, comme je l'ai dit, au niveau pays, je suis président d'Andemia. Sur les 3/4 de la Grande Terre, je fais aussi des prospections botaniques, des collectes d'herbiers pour apporter de la connaissance aux scientifiques, à tous nos amis scientifiques, la communauté scientifique locale et internationale. Au niveau local, communal, je suis responsable du volet environnement et botanique de l'association Ntibagi, en remplacement aussi, à la suite d'une autre personne disparue, Christian Papineau, qui œuvrait beaucoup pour la sauvegarde, la conservation des espèces rares et menacées de Ntibagi. Et notamment, il avait mis des outils en place, et c'était pour moi quelque chose de tout à fait naturel de pouvoir continuer son travail, de ne pas laisser les outils qu'il avait mis en place et qui étaient à disposition de tout le public du territoire et d'ailleurs. Donc il y a cette affiche qui a été réalisée. C'est suite à un travail que j'ai fait en prospection sur la tribu de Diawé depuis 2014, de 2013 à 2017. Et il y a à un moment donné, je restitue les choses que je peux voir et les amis qui viennent avec moi aussi prospecter. Donc je fais des panneaux comme celui-là, des posters où je fais une sélection de photos et voilà, je restitue ça aux gens sur leur patrimoine. Et donc à un moment donné, des membres de la tribu m'ont demandé de faire cette restitution, donc je l'ai faite. Il y a des photos qui le montrent là sur la présentation PowerPoint. À l'issue de cette première, ce premier acte,
J'ai parlé sur les feux, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de feux sur Diaoué. Et il y a un vieux qui m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les feux. J'ai dit, ben écoutez, moi, j'emprunte un sentier depuis 4 ans. Ça serait peut-être de le valoriser, d'en faire un sentier botanique. Et c'est ce qui a été décidé, donc en 2017. Et quand je suis monté faire des dernières photos pour rajouter à ce poster, malheureusement, ils venaient juste de brûler au-dessus de leur captage. Et ça tombait que il y avait plus d'eau. Tu peux passer. Ah ouais. Donc le poster, donc voilà la restitution. La restitution, quand je suis monté, donc voilà les feux, résultat, la forêt, bon, on voit là beaucoup de niaoulis brûlés, mais il reste juste un petit lambeau de la partie rivulaire du cric qui alimente le captage. Vas-y, passe. Donc voilà, restitution du poster et mise en place du projet d'un sentier botanique. Mais quand je suis passé dans les zones brûlées, donc ça avait dégagé pas mal de broussailles, d'herbes, et il y avait des parties archéologiques qui étaient ressorties. Donc du coup, on est plutôt parti sur un sentier, voilà, qui est écrit là-haut, un sentier culturel et botanique, donc une découverte du patrimoine kanak et de la botanique. Je ne voulais pas faire de la botanique pure, des noms scientifiques à partager sur ce livret, donc j'ai été voir un des responsables coutumiers. J'ai dit ce serait bien aussi que vous puissiez apporter le nom en langue de certains arbres que vous connaissez, qui vont être identifiés le long du parcours. Donc c'est ce qui a été fait. Donc il y a un petit livret qui a été réalisé pour ce sentier. Et donc ça, c'est au moment de l'inauguration du sentier. Donc il y a eu un deuxième acte où j'ai présenté l'exposition Flore menacée et on a pu présenter aussi ce panneau feu parce que j'avais pas les moyens. Donc il y a le logo Endemia. C'est Endemia qui a financé l'impression sur le support bâche. Donc maintenant, ce panneau fait partie des autres panneaux, des 24 autres panneaux de l'exposition Flore menacée. Donc ça, c'est le deuxième acte, sensibilisation. Donc le projet a été mis en place, inauguré en 2018, octobre 2018. Et récemment, il y a un mois, il y a un vieux qui m'a dit Dominique, je me suis aperçu d'une chose, c'est que depuis 2017, quand tu es intervenu, que tu as parlé sur les feux, on a mis en place le sentier et je ne vois plus la forêt brûler. Je suis abonné aux notifications de détection des feux. J'ai été voir, effectivement, le dernier feu détecté date de septembre 2017. Donc la mise en place d'un petit projet économique qui puisse apporter quelques pièces aux jeunes de Diaoué, ça a eu un impact. Quelques petits discours que j'ai pu faire. J'ai fait aussi un petit livret qui a accompagné mon premier discours auprès de la tribu. J'ai transmis le PDF à Shankar. Il sera disponible, il sera partageable. Shankar, oui. Voilà. Le livret est gratuit, mais moi je suis assez cher. Voilà. Donc il sera partageable, le PDF, si ça peut donner des idées à d'autres champions, on va dire, comme a cité Hubert. Et donc, troisième acte, ce vieux-là, il m'a dit, écoute Dominique, ça fait déjà 2 ans qu'on voit qu'il n'y ait plus de feu sur Diaoué, à la hauteur du sentier et puis un peu aux alentours. En fin d'année, je voudrais que tu fasses une autre intervention pour encore remettre une couche de sensibilisation auprès des jeunes, auprès de la population, pour que ça puisse continuer.
Donc j'ai accepté. Donc en fin d'année, je retournerai à Diaoué, sensibiliser de nouveau les gens là-haut sur ce projet. Et ce sentier a été utilisé aussi dernièrement pour le raid de la province Nord, un des raids de la province Nord. Et donc les concurrents ont pu le parcourir. Bon, ils n'ont pas pu admirer les plantes parce que je pense qu'ils devaient tracer. Donc voilà. Ça c'est une action sur Diaoué. Comme je le disais, ce n'est qu'un retour aussi sur 2 ans. C'est très court. La diapo. Voilà. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Là, cette photo montre à l'intérieur du village de Thiébagui. C'est un feu qui date d'à peine 2 mois. L'association, ça fait 25 ans qu'ils ont la gestion de ce patrimoine culturel et historique. Donc il n'y avait jamais eu de feu à l'intérieur du village. Et là, il y a un quart d'hectare qui est parti de maquis qui est parti en fumée. Parce qu'il y a un agent d'entretien qui a voulu brûler juste un nid de guêpe jaune. Malheureusement, les conditions n'étaient pas favorables. Le vent est parti et ça a brûlé un quart d'hectare de maquis à l'intérieur du village. Donc voilà, le risque zéro, il n'existe pas. À Diaoué, un jour à l'autre, il y a quelqu'un qui mettra une allumette, malheureusement. On peut juste dire, c'est quand même une action bénéfique puisqu'on limite la fréquence par une petite action des incendies sur un lieu. Il faut espérer. Et donc, moi, ce projet de sentier botanique sur Diaoué, je vais continuer à le suivre, parce que comme j'ai quand même pas mal d'autres actions partout, d'autres engagements, je vais veiller à ce que les jeunes puissent bénéficier de cet outil encore pendant pas mal d'années. Dans les actions que je mène sur Thiébagui, j'ai à l'objectif d'ici 5 ans de réaliser l'inventaire de la flore du massif entier de Thiébagui. Donc c'est juste un jalon à 5 ans. C'est impossible de réaliser tout l'inventaire. Mais déjà, les premières prospections que je mène, je m'aperçois que le maquis minier, quand j'arrive devant, il est magnifique. Il y a une belle diversité. Sauf que quand je rentre prospecter à l'intérieur, j'arrive à trouver des souches calcinées. C'est-à-dire que les incendies sont déjà passés, mais pas des incendies récents, des incendies d'il y a plusieurs décennies. Donc il faut remonter après dans la mémoire des anciens, et les anciens, il y en a plus malheureusement. Donc ce que j'ai pu récolter comme renseignement au niveau d'un des membres fondateurs de l'association, le feu qu'il a retenu, lui, c'est un feu en 1990 qui est parti du village de Chagrin et qui est monté progressivement sur le massif, qui a longé toute la bordure du flanc est et qui est redescendu dans le village et qui a brûlé en plus quelques maisons anciennes. C'est un des témoignages, mais je pense que il devait y avoir avant une belle forêt sur Thiébagui, puisque dans certaines zones de prospection, des petites zones arborées, j'arrive à trouver des troncs d'arbres qui sont déjà assez avancés, ils se décomposent, et des troncs qui font plus d'un mètre de diamètre, et avec des fûts de facilement 5-6 mètres de longueur, donc ça devait être à certains endroits de belles forêts. Mais donc voilà, pour témoigner que sur Thiébagui, les incendies ont fait leur passage et ont probablement éteint quelques espèces rares. Je ne vais pas aborder le sujet de la mine, qui est juste à côté. Mais voilà, je suis en cours de discussion aussi avec la SLN pour mettre en place une action de conservation de ces ERM de Thiébagui, une convention sur 5 ans, pour essayer de
de sauvegarder au maximum, de conserver au maximum toutes ces ERM de Thiebagui dans une grande partie micro-endémique. Et je rejoins aussi l'exposé de Gilda ce matin. Il y a des micro-hotspots et je pense que Thiebagui fait partie de ces massifs miniers de la côte ouest où il y a un intérêt floristique important. Voilà. Ben, je vous remercie de l'écoute. Je pourrais vous en parler encore plus de toutes les actions, mais on va laisser au débat et à la suite. Merci.